Bonjour à toutes et à tous. Merci du coup d'être venus à cette conférence et merci aux organisateurs et organisatrices d'avoir organisé ce petit séminaire. Donc moi je suis Mathieu Benbram, je suis le chimiste au sein de l'association Génération Future et il me vient la lourde tâche de vous faire une petite présentation générale pour introduire le sujet des PFAS. Alors je vais devoir aller assez vite sur un sujet qui est quand même assez complexe. Donc bien sûr, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas en fin de session. Même après, n'hésitez pas à venir me voir. Donc les PFAS, qu'est-ce que c'est? C'est un acronyme, ça veut dire substances paires et polyfluoroalkyles. Donc on va parler définition, les utilisations des PFAS, la pollution, les expositions et les risques liés à ces substances. La réglementation en France et dans l'Union européenne, même si on va aller un peu vite en France, parce que vous aurez une présentation cet après-midi, notamment sur un projet de loi porté par le Parti des écologistes. Et on va parler un petit peu aussi du coût de l'inaction. Mais tout d'abord, une petite présentation rapide de Génération Future. Qui sommes-nous? Donc, on est une association fondée en 1996. On est agréé par le ministère de l'écologie. Et nous, notre but, c'est de dénoncer les effets néfastes des polluants chimiques, historiquement principalement sur les pesticides, mais on a dû malheureusement élargir notre champ d'action, vu qu'on s'est rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup de polluants chimiques présents dans notre environnement. On essaie de promouvoir des alternatives et aussi d'informer et de mobiliser les citoyens sur ces enjeux. Comment on fait ça? Au moyen de rapports, au moyen de conférences et d'interventions comme aujourd'hui, et de plaidoyer auprès des autorités et des élus. Concernant les PFAS, c'est un sujet qu'on traite depuis 2021, sur lequel on a sorti maintenant plusieurs rapports, sur les PFAS dans les emballages alimentaires, dans les eaux de surface et les eaux potables en France par exemple. On a travaillé aussi en coopération avec Pan Europe, le Pesticide Action Network, pour sortir cette année par exemple des études sur la présence d'un PFAS spécifique, le TFA, dans les eaux de surface et les eaux potables. Et très récemment, ça a été évoqué en introduction, on a sorti un rapport sur les métabolites de pesticides. Alors pourquoi ça rejoint les PFAS? Parce que certains PFAS sont utilisés en tant que pesticides et certains métabolites sont des pesticides. Mais là, on aura l'occasion d'en reparler. Donc entrons dans le vif du sujet, parlons de définition. Je suis chimiste, donc j'aime bien les petites formules comme ça, mais vous en faites pas, il n'y a pas besoin d'être chimiste pour comprendre. Qu'est-ce que c'est un PFAS? Donc je vous l'ai dit, c'est un acronyme, c'est substances paires et polyfluoroalkyles. Et ce qu'il faut déjà savoir, c'est qu'en fait, il y a plusieurs définitions qui coexistent. Aujourd'hui, il y a une définition qui est celle principalement utilisée dans l'Union européenne et en France. C'est celle qui dit qu'un PFAS, c'est une substance chimique qui a dans sa formule une fraction CF2 ou CF3, donc un atome de carbone entièrement fluoré, qui n'est pas lié à un atome d'hydrogène, de chlore, de brome ou d'iode. Donc en gros, si vous voyez un atome de carbone entièrement fluoré, il y a de fortes chances que ça appartienne à la famille des PFAS, en tout cas selon cette définition. Les États-Unis, par exemple, utilisent une autre définition des PFAS. Donc déjà, on voit qu'on n'a pas une définition entièrement reconnue, même si celle-là, c'est celle de l'OCDE. Donc a priori, ça pourrait être utilisé de manière un peu générale. Mais en tout cas, déjà retenez ça, c'est si vous voyez un atome de carbone entièrement fluoré, il y a de fortes chances que ce soit un PFAS. Cette définition, ça se base uniquement sur la structure chimique, ça ne se base pas sur son utilisation, ça ne se base pas sur les propriétés physiques, sur les éventuels impacts sanitaires, c'est uniquement sur la formulation chimique. Donc une fois qu'on a dit ça, bon, c'est très bien, d'accord, mais qu'est-ce que c'est les PFAS? En fait, les PFAS, c'est une famille extrêmement large de molécules. Au vu de la définition qu'on a, ça englobe plusieurs milliers de substances. L'OCDE en avait dénombré au moins 4700 il y a déjà 3 ans. Et il y a des études qui évoquent plus de 10 000 substances existantes. Heureusement, c'est seulement quelques centaines qui seraient utilisées par les industriels. Là encore, c'est extrêmement compliqué de savoir lesquelles sont utilisées et pour quel usage. Et parmi ces substances, il y en a certaines qui sont des matériaux polymères, donc le téflon qu'on connaît bien, le BTFE qu'on voit ici au centre. Il y en a certaines qui sont plutôt des liquides ou plutôt des sels, même comme le PFHXA, qu'on voit ici là-bas. Il y en a certaines aussi qui sont des gaz. Le R134A, en fait, c'est un gaz qui est utilisé dans la climatisation, notamment les climatisations automobiles. Donc, maintenant qu'on a dit ça, très bien, on voit à peu près que les PFAS, c'est une famille très large de molécules. Pourquoi on les utilise et dans quoi on les utilise?
En fait, c'est extrêmement utilisé parce qu'ils ont des propriétés très intéressantes du point de vue des industriels. Ils sont très résistants aux températures. C'est des bons isolants électriques. Ils résistent très bien à la friction, notamment les matériaux polymères. Ils sont extrêmement durables, donc ils durent très longtemps. Ils vont avoir peu de chances de dégrader. Ils ont des propriétés tensioactives. Donc c'est super, on peut l'utiliser dans plein d'utilisations et ils ont des propriétés extrêmement intéressantes. En 2020, selon l'Agence européenne des produits chimiques, on avait 75 000 tonnes de PFAS qui avaient été émis dans l'Union européenne. Pas utilisés, mais juste émis. Donc les utilisations sont beaucoup plus importantes. Donc là on voit, hein, si on veut utiliser, si on a besoin de pièces plastiques, d'étanchéité, de résistance aux températures, on peut utiliser des fluoropolymères ou des fluoroélastomères. Par exemple, ça peut être utilisé dans les voitures, dans l'aéronautique, aussi en revêtement d'ustensiles de cuisine. Si on a besoin de tensioactifs, de former des films liquides à la surface de certains bains de traitement de surface, par exemple, ou dans les mousses anti-incendie, là on va plutôt utiliser des PFAS soit non polymères à chaîne courte, soit des PFAS qu'on appelle des polymères à chaîne latérale fluorée. Je ne vais pas entrer plus dans le détail. Si on a besoin de transport de chaleur, de fluide frigorigène, d'aérosol, on peut utiliser des gaz fluorés. Mais ça peut aussi être utilisé en tant que pesticide, en tant que biocide. C'est aussi des métabolites de pesticides. Donc là, vous voyez quelques exemples dans lesquels on retrouve des PFAS. Donc les mousses anti-incendie, des produits de soins personnels, les cosmétiques, même si les cosmétiques de moins en moins, on sait faire sans, les pesticides, mais aussi tout ce qui est revêtement imperméable, notamment pour les vêtements ou les meubles. Là aussi, on a de plus en plus d'alternatives qui existent. Dans la photographie, les ustensiles de cuisine et les emballages de restauration, les emballages alimentaires, notamment ceux qui résistent aux graisses et à l'eau, parce qu'ils ont aussi des propriétés hydrophobes et oléophobes. Donc là, vous voyez une petite projection par, encore une fois, les déposants d'un dossier de restriction sur le tonnage des émissions par utilisation de PFAS dans l'Union européenne sur les 30 prochaines années. Donc on voit qu'il y a quand même certaines utilisations qui se démarquent. Hein, le textile et les gaz fluorés, qui visiblement sont celles qui sont les plus émettrices, mais avec d'autres utilisations qui sont quand même en augmentation. En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'on n'a que des augmentations au cours du temps. Donc là, on voit que c'est utilisé à peu près partout. Donc dans énormément d'utilisations, c'est utilisé. Très bien. Du coup, qu'est-ce que ça induit comme pollution? Ces pollutions, qu'est-ce que ça induit comme exposition et à quels risques sont associés ces PFAS? Comme pollution, j'ai une mauvaise nouvelle, c'est que c'est partout. En fait, en général, dès qu'on cherche des PFAS, on va les retrouver. Il y a une pollution de l'air, des sols et surtout des eaux qui est généralisée. C'est encore en génération de données, hein, il y a beaucoup de choses et de matrices qui sont en cours d'étude. Mais juste pour vous donner une idée, une carte que vous devez sûrement avoir vue du Forever Pollution Project, qui dénombre en fait les différentes données disponibles où on a retrouvé des PFAS dans certaines matrices. Donc on voit que là, les points rouges, c'est là où en fait des PFAS ont été quantifiés dans certains points, donc soit dans les eaux, soit dans les sols généralement. Et on voit qu'il y a tellement de points rouges qu'il y a certains pays qui ne sont plus visibles sur la carte. Hein, la Belgique, les Pays-Bas, on n'arrive pas à les voir. Le Danemark aussi. Et on voit que nous, en tout cas dans la partie plutôt au nord de la France, on a pas mal de points rouges. Au sud, un petit peu moins. Ce qu'il faut se dire, c'est que ça, c'est des données qui étaient disponibles. Ils n'ont pas réalisé eux-mêmes ces analyses. La présence ou non de plus ou moins de données disponibles, ça veut aussi dire, c'est aussi indicateur de est-ce qu'il y a beaucoup d'analyses qui ont été réalisées sur ces zones-là. Malheureusement, on n'est pas les seuls dans l'Union européenne. Aux États-Unis, ils ont également fait ce travail, notamment au niveau de l'eau potable. Et donc on voit que, effectivement, ils ont retrouvé des PFAS dans énormément de captages d'eau potable. Donc là, les points en bleu clair, c'est les points de captage d'eau potable qui dépassent les nouvelles normes applicables aux États-Unis. Malheureusement, ce n'est pas seulement dans les eaux, en fait, les PFAS, on les a retrouvés également sur la banquise, dans des ours polaires, au sommet des monts de l'Everest, alors qu'a priori, il n'y a pas vraiment de site qui utilise des PFAS à ces points-là. Pourquoi on en retrouve là-bas? Parce qu'en fait, ils sont extrêmement persistants. Donc une fois qu'ils sont émis, ils vont être mobiles, ils vont, enfin, ça dépend lesquels, bien sûr, on parle d'une famille de plusieurs milliers de molécules, ils vont être émis, ils vont être mobiles, on va pouvoir les retrouver malheureusement un peu partout. Du fait de cette pollution, on est exposé aux PFAS. Et donc ça a été évoqué tout à l'heure, l'étude Esteban, réalisée par Santé publique France entre 2014 et 2016,
eh ben, elle a permis de mettre en lumière le fait que dans 100% des échantillons de sang analysés, on trouvait des quantités de PFOA, de PFOS quantifiables. PFOA et PFOS, c'est deux PFAS les plus connus, en tout cas les plus étudiés jusqu'à maintenant. On aura l'occasion d'en reparler juste après. Il y a aussi le projet européen de surveillance HBM for Europe qui indique que l'ensemble de la population européenne est contaminée. Donc, désolé d'être porteur de mauvaise nouvelle, mais il y a de très fortes chances qu'on soit un peu tous fluorés ici dans la salle. Et qui indique aussi que 25% des adolescents sont contaminés à des niveaux pour lesquels on ne peut pas exclure un risque pour la santé. Donc, ce qu'il y a à retenir, c'est qu'on a tous, en fait, des quantités de PFAS, en général quantifiables, dans le sang. D'où vient cette exposition? Et bien, du fait de la pollution généralisée, on a plusieurs vecteurs principaux d'exposition. D'abord, l'alimentation et l'eau potable, c'est les deux vecteurs principaux d'exposition au PFAS. Donc pour l'alimentation, ça peut être des ustensiles de cuisine, des emballages, mais c'est surtout des aliments qui vont être contaminés au PFAS, notamment dus à des résidus de pesticides ou à des métabolites de pesticides. Pour l'eau potable, là aussi, ça peut venir d'emballage, mais aussi de captage d'eau qui sont déjà polluées au PFAS. Il y a d'autres sources qui existent et qui peuvent, selon la situation, contribuer plus ou moins fortement à l'exposition. Donc, on en a parlé tout à l'heure, effectivement, l'air intérieur, qui est un très gros sujet, puisque, effectivement, quand on achète des meubles neufs, quand on refait la peinture, on va, en fait, polluer l'air intérieur. Donc, on peut retrouver des PFAS dans l'air intérieur, via le placenta et le lait maternel, ce qui implique une exposition des fœtus et des très jeunes enfants. Il y a aussi, évidemment, si on est riverain ou salarié d'une industrie qui utilise des PFAS, on va être plus exposé, effectivement, que si on est riverain, si on n'est pas riverain de ce genre d'industrie, si on est salarié ailleurs. Donc, on a différentes sources d'exposition, les principales quand même, l'alimentation potable, mais ça peut varier en fonction des situations. Et donc, quels sont les risques associés à ces expositions? Donc, les PFAS, en fait, c'est des substances qui ont un impact multi-organes. Donc, ça veut dire qu'il y a plusieurs organes, les grands systèmes du corps humain qui peuvent être atteints. Système métabolique, cardiovasculaire, reproductif, immunitaire, et certains PFAS sont aussi suspectés d'être des perturbateurs endocriniens. Concernant le PFOA et le PFOS, qui sont les plus connus, et sur lesquels beaucoup d'études se sont basées pour étudier les effets sur la santé, donc on a une augmentation du taux de cholestérol, diminution des réponses pour certains vaccins. Donc on pense tous au vaccin contre le Covid-21. Celui-là ne fait pas partie de ceux qui sont impactés, par contre pour d'autres vaccins, notamment chez les enfants et ensuite les adolescents, on a une réponse immunitaire qui est diminuée au plus, on retrouve une concentration importante de PFAS dans le sang avec les vaccins qui sont effectués. Une augmentation des risques de cancer des reins et des testicules, modification des enzymes hépatiques et aussi des problèmes durant la grossesse qui peuvent induire un poids réduit des nourrissons à la naissance, qui induit ensuite des retards au développement et des problèmes tout au long de la vie. Et donc le Centre international de recherche sur le cancer a évalué le PFOA comme cancérogène pour l'homme et le PFOS comme cancérogène probable pour l'homme. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, vous aurez accès aux présentations. J'en ai profité pour vous faire un petit résumé des effets des PFAS sur la santé avec les effets avérés et les effets suspectés. Parce qu'encore une fois, là on parle d'une famille de substances extrêmement importante. On en a certains pour lesquels on a quand même bien établi des effets sur la santé, d'autres où c'est encore en cours, notamment sur les mécanismes d'action. Et globalement, il y a aussi malheureusement peu d'études sur les effets cumulatifs ou non d'un cocktail de PFAS présent dans le sang. Enfin, même chez l'être vivant en général. Et j'en profite pour vous parler un petit peu du TFA, puisque c'est une molécule dont on parle de plus en plus ces derniers mois, sur lesquels nous on a quand même un peu travaillé. Le TFA, qu'est-ce que c'est? C'est l'acide trifluoroacétique. Donc vous voyez, c'est cette toute petite molécule, ça fait partie des PFAS à chaîne ultra courte, parce qu'en fait, c'est une chaîne carbonée très très petite. C'est utilisé pour produire d'autres PFAS. Par exemple des pesticides, du coup lors de la production de ces pesticides on va avoir des émissions sur les sites de production, mais c'est aussi un produit de dégradation. Donc c'est-à-dire qu'une fois qu'on l'a épandu, notre pesticide, ou alors qu'on a notre gaz fluoré qui s'est échappé de notre machine, eux ils vont réussir à se dégrader, sauf qu'ils vont se dégrader en TFA. Et le TFA, lui, ne se dégrade pas. On n'a pas de demi-vie connue pour le TFA, donc a priori il n'y a pas de mécanisme de dégradation connu dans l'environnement. Il est très persistant, donc, et il est aussi très mobile. Donc, il est très soluble dans l'eau, et en fait, une fois qu'il est émis, on va le retrouver
possiblement bien plus loin que le site d'émission. En revanche, ce qui est plutôt une bonne nouvelle dans notre cas, c'est qu'il est peu bioaccumulable. On va rapidement l'éliminer, en fait. Malheureusement, ça va être à nuancer, comme on va le voir juste après, puisqu'en fait, on le retrouve de manière quasiment systématique dans les eaux potables. L'Allemagne, en fin 2023, a déposé un dossier auprès de l'Agence européenne des produits chimiques pour classer justement le TFA comme toxique pour la reproduction. Et il y a certaines études aussi qui pointent vers une toxicité pour le foie. Donc là, un petit extrait rapide des rapports qu'on a parus avec Pan Europe. Et donc vous voyez ici en fait sur la gauche les résultats d'analyse dans les eaux de surface de différents fleuves européens et sur la droite dans les eaux potables de différents pays européens. Et on a réussi malheureusement à quantifier du TFA dans quasiment tous les échantillons. Il y a seulement 2 échantillons d'eau potable dans lesquels on n'a pas quantifié de TFA. Globalement, dans les eaux de surface, les concentrations varient entre 340 et 3300 nanogrammes par litre, avec la présence de TFA dans tous les échantillons, et une moyenne de 1220 nanogrammes par litre. Pour les 36 échantillons d'eau potable, on a du TFA quantifié dans 34 échantillons, avec une concentration entre 38 et 4100 nanogrammes par litre, et une moyenne de 740 nanogrammes par litre. Bon, là, c'est pas très parlant. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, il est peu, voire pas suivi, le TFA. En fait, il ne fait pas partie des PFAS qui sont notamment considérés pour un suivi dans les eaux potables, dans les eaux de surface et les eaux souterraines. Pourtant, il est bien là. Et le problème, c'est que, comme on le verra plus tard au niveau européen, il y a une future norme pour l'eau potable, pour le total PFAS, qui est établie normalement à 0,5 microgrammes par litre. Donc 500 nanogrammes par litre. Donc comme on le voit là, 500 nanogrammes par litre pour l'eau potable, on a une majorité des échantillons qui sont au-dessus de cette limite. Donc ça veut dire qu'on aura une majorité, visiblement, des eaux potables qui pourraient ne pas respecter cette norme et pour lesquelles il faudra faire quelque chose. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas considérer le TFA dans le total PFAS, qu'il faut mettre ce problème sous le tapis. En revanche, ça veut bien dire qu'il faut considérer le suivi de cette substance et essayer de le suivre au mieux dans le futur. Actuellement, il n'y a pas de valeur limite dans l'eau potable, il y a des valeurs sanitaires qui existent pour certains pays. En Allemagne, ils ont établi une valeur sanitaire de 60 microgrammes par litre dans l'eau potable, hein, toujours. Mais ils ont recommandé de viser plutôt 10 microgrammes par litre. Donc officiellement c'est 60, mais eux, ils préfèrent dire viser plutôt 10 microgrammes par litre. Aux Pays-Bas, pour lesquels ils sont basés sur d'autres études pour établir leur valeur sanitaire, ils ont établi une de 2,2 microgrammes par litre. Et pour la Belgique, c'est tout à fait récent, puisque ça date d'il y a quelques semaines, ils ont établi une valeur sanitaire de 15,6 microgrammes par litre. Donc là, on voit, on a déjà 3 pays, 3 valeurs sanitaires différentes. Nous, ce qu'on aimerait, c'est que ce soit un peu uniformisé, notamment au niveau européen, et qu'on puisse essayer d'appliquer le principe de précaution, justement, en ayant les valeurs les plus basses possibles. Et donc, comme je vous l'ai dit, c'est prévu qu'il soit inclus dans le calcul du total PFAS pour la future norme de la directive sur l'eau potable, établie à 0,5 mg par litre. On en a parlé également, c'est un métabolite du flufénacet, un pesticide extrêmement utilisé. Le flufénacet a été reconnu perturbateur endocrinien, donc normalement, tous les métabolites de ce pesticide sont considérés comme pertinents. Ça veut dire qu'ils ne devraient pas être retrouvés à plus de 0,1 microgramme par litre dans l'eau potable. Donc là, si on est à 0,1, on voit qu'on a 5 échantillons qui respectent ces 0,1. Tous les autres ne le respectent pas. Plutôt une mauvaise nouvelle, donc. Pour parler un petit peu de l'état des lieux réglementaires, européens et français, certains PFAS sont déjà interdits. Donc là, le PFOA et le PFOS, eux, ils ont été interdits parce que c'est par eux que ça a commencé, on va dire, l'intérêt général sur les PFAS, notamment. Ça vient des scandales sanitaires aux États-Unis. Si vous avez vu le film Blackwater, ça vient Darkwater, pardon, ça parle de ça. Le PFHXS, avec une inclusion prévue dans le règlement POP, polluant organique persistant, et un projet de restriction de Norwich. Et le TDFA, qui lui est déjà restreint en Norwich. Très récemment, il y a eu aussi une restriction adoptée pour le PFHXA. Donc là aussi, c'est un petit surnom, c'est l'acide perfluorohexanoïque, et ça concerne cette substance, les sels de cette substance, et tous les dérivés susceptibles de se dégrader en PFHXA. Donc ça inclut notamment le 6,2-FTS. Ça ne vous parle peut-être pas, mais en fait, c'est la substance qu'on a retrouvée dans les rejets d'Arkema à Oulins-Pierre-Bénite, au sud de Lyon. Donc ça veut dire que cette substance serait considérée dans la restriction PFHXA.
Par contre, ce qu'il faut aussi se dire, c'est que cette restriction, elle a mis beaucoup de temps à être finalisée. Et le projet initial était assez ambitieux, puisqu'il considérait notamment la fabrication, beaucoup d'utilisation, enfin plus d'utilisation industrielle que prévu actuellement, d'utilisation grand public. Sauf que ça a été revu à la baisse par le comité socio-économique de l'ECA et par la Commission européenne. Désormais, ça ne concerne plus que les textiles, cuir, fourrure, peau, etc., etc., les papiers, cartons en contact alimentaire et les cosmétiques. Donc c'est déjà bien, c'est un premier pas vers une interdiction plus globale de PFAS, mais malheureusement le projet a quand même été beaucoup revu à la baisse, ce qui représente du coup une avancée moindre que ce que ça aurait pu être. Il y a aussi des formulations de concentrats pour mousse anti-incendie qui sont concernées avec des interdictions qui s'étalent entre octobre 2026 et octobre 2029 en fonction de l'utilisation qui est faite de ces mousses anti-incendie. Mais le plus gros projet de réglementation qui existe actuellement, c'est le projet de restriction sur l'ensemble de la famille, prévu dans le règlement REACH, donc le règlement sur l'enregistrement, l'autorisation et la restriction des substances chimiques européens. Le but de ce projet qui a été déposé en 2021 par 5 pays, c'est de restreindre la fabrication, l'utilisation et la mise sur le marché des PFAS dans l'Union européenne et de tous les PFAS pour toutes les utilisations. Alors bien sûr, il y a des dérogations et des exemptions qui existent, notamment des dérogations de 5 ou 12 ans en fonction de certains secteurs pour qualifier et développer des alternatives. La cible, c'est tous les PFAS qui respectent la définition dont je vous ai parlé au tout début de l'OCDE, donc ça représente plusieurs milliers de substances. Et le processus est toujours en cours. Ce qu'il faut se dire, c'est que là, actuellement, les comités de l'Agence européenne des produits chimiques sont en train d'évaluer, secteur par secteur, l'impact qu'aura cette restriction, les retours de la consultation publique, parce que c'est la plus grosse consultation publique qui a jamais été organisée. Ils ont reçu plus de 5600 commentaires. Et quand on dit commentaires, c'est plusieurs dizaines, voire centaines de pages par commentaire. Effectivement, c'est un petit peu long à analyser. Là, ils sont en train, normalement, de discuter des produits de construction, et en fait, les comités vont continuer à discuter de cette restriction pendant au moins tout 2025. Et on n'aura pas de décision d'opinion du comité socio-économique avant fin 2025, début 2026. Sachant que ça va ouvrir une seconde phase de consultation, puis il y aura des projets proposés par la Commission européenne qui devra ensuite être discuté, puis validé et adopté. Donc là, on est sur un projet extrêmement ambitieux, hein, c'est le projet le plus ambitieux qui existe actuellement au monde sur la réglementation des PFAS, mais ce n'est pas un processus rapide de base, et là, on est vraiment sur le plus gros projet de restriction qui a jamais existé dans le règlement REACH. Donc il y a peu de chances que ça aille rapidement. En revanche, ce n'est pas une raison du coup pour en diminuer l'impact, parce qu'on voit bien qu'il y a déjà eu des communications de l'ECA qui évoquaient la possibilité d'autres réglementations et d'autres types de réglementation qu'une restriction, notamment pour tout ce qui touchait aux piles à combustible, aux électrolyseurs ou aux batteries. Ce n'est pas la seule réglementation qui a lieu en ce moment au niveau européen. Il y a la directive relative à la qualité des eaux à destination de la consommation humaine. Je vais parler de directive eau potable à partir de maintenant. Donc, qui prévoit que 20 PFAS seront suivis dans les eaux potables à partir de janvier 2026. Le TFA ne fait pas partie de cette liste. Et il y a deux paramètres qui peuvent être utilisés pour contrôler l'eau. Donc, soit la somme de ces 20 PFAS doit être inférieure à 100 nanomètres par litre. C'est le paramètre qui a été choisi pour la France. Ou alors la concentration totale doit être inférieure à 500 nanomètres par litre. Il y a une note technique qui concerne les méthodes d'analyse qui a été publiée il y a quelques mois maintenant, mais je ne vais pas trop m'étendre dessus parce que je crois qu'on a une présentation qui parlera plus de ça en détail cet après-midi. Ce qu'il faut savoir, c'est que le TFA est bien inclus dans le total PFAS qui doit être inférieur à 0,5 microgrammes par litre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et qu'actuellement, le total PFAS, justement, il y a beaucoup d'interrogations sur quelle méthode on va prendre pour calculer et pour avoir accès à ce total PFAS. Dans la directive cadre sur l'eau, il y a des propositions de révision pour inclure le suivi des PFAS dans les eaux de surface et dans les eaux souterraines. Donc là, il y a une liste de 24 PFAS, dont 16 sont en commun avec ceux de la directive eau potable. Pourquoi on a une telle différence? Honnêtement, je ne saurais pas vraiment vous dire. Nous, ce qu'on aimerait, c'est qu'en fait, il y ait aussi une uniformisation au niveau des listes de PFAS qui soient considérées pour le suivi, puisque effectivement, certaines eaux souterraines sont utilisées comme ressources pour
l'eau potable. Donc en fait, ce serait logique qu'on ait une uniformisation et qu'on considère le plus de PFAS possible pour le suivi, sachant que le TFA ne fait toujours pas partie de cette liste de 24 PFAS. Et donc là, c'est un peu plus compliqué, c'est la somme des concentrations qui doit être en équivalent PFOA inférieur à 4,4 nanogrammes par litre. Donc pour chaque substance, on a un facteur d'équivalent PFOA par lequel on doit multiplier la concentration. Et ensuite, ce total doit être inférieur à 4,4 nanogrammes par litre. Sachant que tout ça, c'est des propositions qui sont encore en discussion, il n'y a rien d'acté et de définitif pour le moment. Et donc, on pourrait avoir des avancées sur le sujet, comme on pourrait avoir plutôt un rétropédalage. En France, donc là, un petit aperçu rapide. En janvier 2023, on a eu le plan d'action ministériel sur les PFAS. Donc ça a été la première mouture d'un plan de suivi des PFAS au niveau national. Il y avait assez peu de propositions en fait vraiment formelles dans ce plan, même si ça a permis d'avoir la proposition d'arrêté relatif à l'analyse des PFAS dans les rejets accueillis CPE, qui relève du régime de l'autorisation, pour lesquels on commence à avoir des résultats. Et en avril 2023, on a eu la proposition de loi sur l'interdiction des PFAS déposée par le député Nicolas Thierry. Donc, tout ça, je ne vais pas forcément trop entrer dans le détail, puisque vous aurez aussi une présentation en début d'après-midi là-dessus. En février 2024 de cette année, en février 2024, on a eu une publication du rapport de mission du député Cyril Isaac-Sibylle sur la situation des PFAS en France, avec une quinzaine de propositions qui proposaient notamment de s'attaquer aux sources d'émissions des PFAS. Donc c'était un rapport qui était assez complet, même si, encore une fois, il ne prenait pas du tout en compte le sujet des PFAS pesticides et des émissions dues aux PFAS pesticides. En avril, en mai, on a eu vote et adoption de la note du député Nicolas Thierry en première lecture à l'Assemblée nationale et au Sénat, avec malheureusement des modifications qui amoindrissaient, entre autres, la portée du texte. En avril, on a eu aussi la proposition d'un nouveau plan interministériel sur les PFAS, avec cette fois beaucoup plus de propositions, notamment au niveau du suivi. Bon, là, je vais en parler juste après. Et donc, on a eu la consultation en juillet sur la proposition d'arrêté sur le suivi des émissions PFAS dans les incinérateurs, qui a été ensuite publiée au début de ce mois-ci. Donc, au niveau du plan interministériel sur les PFAS de cette année, c'est une avancée par rapport au premier plan. Il y a une amélioration du suivi des milieux, air, eau, sol, les côtes, le biomonitoring également et le suivi dans certains animaux. Par contre, il n'y a pas d'action qui vise directement à réduire les émissions, en particulier les industriels, pour les sites pour lesquels on sait qu'il y a des émissions. Ce qui est assez dommageable, puisqu'on sait d'ores et déjà que certains sites sont émetteurs de PFAS, que certaines activités sont émettrices de PFAS, et que pour certains usages qui ne sont pas essentiels, on pourrait se passer des PFAS. On a peu de mesures qui visent aussi à réduire l'exposition des populations, en particulier les plus exposées, donc les riverains de ces sites, on peut appeler des hotspots, les salariés, les sapeurs-pompiers, les militaires. Et encore une fois, il n'y a pas le sujet des PFAS pesticides et des émissions de métabolites de pesticides qui appartiendraient à la famille des PFAS, notamment le TFA. Proposition de loi du député Nicolas Thierry, du coup, en fait, je vais passer parce qu'on va vous en parler cet après-midi. Et je viens directement sur le coût de l'inaction. Donc qu'est-ce qu'on entend par là? Parce que très souvent, on entend parler du coût qu'aurait une interdiction des PFAS pour les entreprises, pour la société, le fait qu'il y ait certains usages qui soient dits essentiels. Et c'est vrai qu'il y a certains usages pour lesquels c'est difficile de trouver des alternatives, qui sont toujours en qualification. Mais ce qu'il faut bien se dire, c'est que l'utilisation des PFAS a déjà un coût en fait, pour nos sociétés. C'est juste que c'est un coût qui n'est pas directement visible. En 2019, il y a le Conseil nordique des ministres qui a estimé les coûts sociétaux de l'inaction face justement aux PFAS. C'est des estimations qui sont assez conservatrices, qui datent d'il y a déjà 5 ans, donc malheureusement, potentiellement, c'est des chiffres qui ne sont plus forcément d'actualité avec l'avancée de la génération de données sur le sujet des PFAS. Mais ils avaient estimé que par an, on était entre 11 700 et 13 800 morts causés directement ou indirectement par l'exposition et la pollution aux PFAS. Ça induisait des coûts qui étaient estimés entre 52 et 84 milliards d'euros par an pour l'Union européenne. Ce même travail a été aussi réalisé aux États-Unis, pour lesquels les coûts ont été estimés à 60 milliards de dollars en coûts annuels de santé pour la société américaine. Sachant qu'il y a plusieurs industriels qui ont été poursuivis au PFAS pour pollution notamment des rivières et des fleuves. Et plutôt qu'aller jusqu'au bout de la procédure, ils ont trouvé des accords qui leur permettaient justement de payer des compensations
plutôt qu'être reconnu coupable. Ces accords se montaient à 11,5 milliards de dollars pour 3 compagnies. Et une estimation du coût nécessaire à la dépollution des eaux potables aux USA, c'est 37 milliards de dollars. Donc là, on voit quand même qu'on est sur des chiffres qui sont tellement énormes qu'on a du mal à se les représenter, sachant qu'en général, ces coûts sont supportés par les collectivités et pas par les industriels. Et en France, là aussi une estimation, c'est que pour le dépistage environnemental, le suivi des sites pollués, le traitement des eaux, des sols et l'évaluation sanitaire, on serait à 2,2 milliards d'euros. Là encore, très certainement une estimation plutôt conservatrice. Plusieurs entreprises ont par contre déjà commencé à remplacer les PFAS dans leurs produits. Donc il y a l'initiative de Chemsec qui regroupe en fait toutes les marques et les entreprises qui ont initié des actions pour remplacer les PFAS ou qui ont totalement remplacé les PFAS dans leurs produits. Il y a aussi PFAS Saint-Jean qui regroupe toutes les marques qui sont vraiment sans PFAS ou dans lesquelles il n'y a aucun PFAS qui a été ajouté volontairement. Parce que là aussi, c'est tout un autre sujet de si on n'ajoute pas volontairement des PFAS mais qu'on en retrouve, comment ça se passe. Donc tout ça, c'est des ressources que vous pourrez utiliser, bien sûr, qui sont présentes dans les sources de cette présentation. Mais ce qu'il faut bien se dire, c'est que tous ces coûts qui existent actuellement, en fait, c'est des coûts cachés, qui sont des coûts pas cachés volontairement, mais juste qui ne sont pas immédiatement visibles et qui sont supportés par la collectivité, par la société, et pas par les industriels qui émettent et utilisent ce genre de PFAS. Donc nous, ce qu'on aimerait, en fait, c'est surtout qu'on applique un peu plus le principe à la fois de précaution et de pollueur-payeur pour se dire, si effectivement on émet des PFAS dans l'environnement et qu'on est responsable de ces pollutions, on devrait aussi être responsable de la dépollution ou, à minima, devoir payer peut-être une redevance pour s'occuper de ces substances extrêmement persistantes. Et très rapidement, pour parler de nos futures actions, puisque effectivement c'est un sujet qui existe depuis 2021, mais on continue à le traiter, on est en cours de réalisation de nouvelles analyses pour identifier le TFA dans d'autres matrices. Donc là, on a travaillé sur les eaux de surface, on a travaillé sur les eaux potables, maintenant on travaille sur d'autres matrices. On a effectivement lancé depuis qu'on existe des poursuites et des actions juridiques à l'encontre des industriels pollueurs, notamment pour les cas de hotspot, et on va continuer à lancer ce genre d'action, notamment quand on réussit à identifier des sources de pollution. Et on a toujours une action de plaidoyer en faveur à la fois de la restriction européenne sur les PFAS, qui de plus en plus nous semble menacée dans son ambition, de la proposition de loi du député Nicolas Thierry qui vise à lutter contre les PFAS, et de la proposition de loi de Jean-Claude Rau pour la protection de l'eau potable. Donc je vous remercie de votre attention. C'était une présentation qui était à la fois extrêmement rapide et qui était peut-être pas suffisamment approfondie, mais c'est un sujet extrêmement complexe et je n'ai pas le temps de trop entrer dans le détail, même si j'aurais bien sûr voulu. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, que ce soit maintenant ou plus tard. Vous avez la source, quelques sources utilisées pour la réalisation de cette présentation. Ce sera disponible effectivement plus tard à l'envoi. Et si vous avez plus tard d'autres questions ou d'autres interrogations ou d'autres remarques, bien sûr, n'hésitez pas. Et si vous avez des questions maintenant, pareil, n'hésitez pas. Allô? Oui. Oui, bonjour, toujours Hélène Menou, élue à Lyon. Si je comprends, si je regarde en fait tous les PFAS dont vous nous avez parlé, j'ai l'impression quand même que les PFAS liés à l'agriculture sont peut-être les plus, c'est peut-être les produits sur lesquels il faudrait se concentrer, étant donné qu'on répand en fait ces pesticides sur les terres et qu'ils sont directement, descendent directement dans nos nappes en fait. Et donc au niveau français et européen, pour le moment, il n'y a pas grand-chose. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas grand-chose du tout, effectivement. Il faut savoir que le sujet des PFAS pesticides, par exemple, est exclu du projet de restriction de REACH dans les PFAS, puisque officiellement, ça appartient à un autre règlement, qui réglemente justement les produits phytosanitaires, les produits biocides, et donc ils ont considéré que c'était à part, et donc que toutes les substances PFAS utilisées pour ces utilisations n'entraient pas dans le cadre de cette restriction.
C'est terrible. C'est terrible. Bah, plutôt, puisqu'effectivement, l'utilisation PFAS-pesticides, ça fait partie des utilisations qui sont directement émises dans l'environnement, comme les mousses anti-incendie d'ailleurs. Quand c'est utilisé, notamment en dehors des applications d'entraînement, on émet directement ces mousses dans l'environnement. C'est normal, quand il y a des incendies, il faut les utiliser. Et on ne va pas essayer de recapter ensuite après l'incendie, c'est extrêmement compliqué, mais donc on a une émission directe dans l'environnement des PFAS. Et je dirais que contrairement aux mousses anti-incendie, on peut cultiver sans pesticides. Tout à fait, il y a des mousses anti-incendie sans PFAS aussi. Donc, Oui, Christian Thirlois, président d'association d'Eure-et-Loire. Oui, moi je m'interroge sur les problèmes de distribution. Parce que comme vous le savez, en faisant un peu de parallèle avec ce matin, on parlait de l'alimentation, des problèmes de distribution, même pour les brebis. Bon, en fin de compte, ce qu'on voit apparaître maintenant, même dans les constructions, pas seulement dans le réseau, disons, géré par les syndicats, mais c'est tout simplement l'apparition du PVC partout. Sachant pertinemment, parce que j'étais de formation, il y a des PVC en Allemagne qui ont des durées de vie maintenant qui sont certifiées à plus de 50 ans. Mais en France, on sait pertinemment que les PVC utilisés pour tout le plombier, en fin de compte, sont des PVC de mauvaise qualité. Donc est-ce qu'il y a réellement un danger à ce niveau-là? Parce que c'est tout le problème de la distribution qui se rajoute à la qualité de l'eau au point de départ. Alors, moi je ne suis pas trop expert dans le PVC même. Ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, a priori, au vu des additifs qui sont notamment utilisés pour les PVC, il pourrait y avoir risque de contamination des eaux utilisées via ces canalisations. L'Agence européenne des produits chimiques a réalisé un travail justement d'inventaire sur les additifs utilisés dans les PVC et on espère que ça amènera justement à plus de considération au vu de la réglementation. Mais après, pour lier ça au PFAS, je ne sais pas, je n'aurais pas connaissance exactement de certains additifs qui pourraient appartenir aussi à la famille des PFAS. Mais oui, ça c'est aussi un sujet, totalement. Oui, donc Véronique Daët, directrice de recherche au CNRS, plutôt sur la qualité de l'air, de l'eau. En vous entendant parler de produits alternatifs, je me disais, est-ce qu'ils sont correctement évalués? Parce que voilà, on se retrouve, en tout cas dans l'air, on a eu ce même problème avec les CFC, etc. On va remplacer par autre chose. Et de nouveau, on va refaire plein d'études qui vont montrer que là, non, c'est toujours pas le produit miracle. Donc on recommence. Donc est-ce que c'est bien évalué avant la remise sur le marché? Par quoi on remplace en fait ce produit miracle? Alors la question des substitutions malheureuses, comme on les appelle, mais oui, effectivement, c'est un gros sujet, notamment pour les gaz fluorés, parce que ce que je ne vous ai pas effectivement dit, c'est qu'il y a certains gaz qui sont fluorés, mais ils ne respectent pas la définition donnée par l'OCDE de un CF2 ou un CF3 qui n'est pas lié aux atomes hydrogène, chlore, iode, brome. Donc officiellement, ils ne feraient pas partie des PFAS. Donc on pourrait les utiliser en remplacement de gaz qui sont tout à fait fluorés, qui eux respectent la définition des PFAS. On a aussi effectivement la question d'autres alternatives comme il y a le CO2, il y a des hydrocarbures qui eux sont extrêmement dangereux aussi utilisés notamment dans les systèmes de climatisation. Et en termes d'évaluation, nous ce qu'on espère en tout cas c'est que justement la qualification de ces alternatives se fasse de manière à ce qu'on ne se retrouve pas avec le même problème justement d'ici 5, 10 ou 15 ans, à se dire bah oui on a utilisé ça en remplacement des PFAS mais en fait c'est pas mieux. Donc nous on espère que oui les alternatives seront correctement évaluées, à la fois par les industriels qui veulent utiliser ces alternatives, mais aussi par les autorités compétentes qui ne devraient pas laisser passer la mise en place de ces alternatives si elles sont tout aussi problématiques à terme que les PFAS. Emmanuel Pichon, agence de l'eau en Bretagne. Par rapport à la problématique qui a été soulevée tout à l'heure sur les PVC, juste une petite information, une rectification. Alors les PVC, en l'occurrence les PVC collés, ont posé des problèmes sur l'alimentation en eau potable, ils continuent à poser des problèmes sur l'alimentation en eau potable, de par le relargage de son monomère, donc le chlorure de vinyle monomère. C'est problématique, c'est qu'il y a un problème de santé publique qui effectivement a été pris en compte et à l'heure actuelle fait l'objet de remplacement de canalisation de manière importante, mais néanmoins il y a encore du travail.
Mais quoi qu'il en soit, il s'agit de l'alimentation des logements. En ce qui concerne le logement et la plomberie intérieure, il n'y a pas de PVC. C'est pas du PVC, c'est autre chose. C'est un autre plastique, je crois que il me semble que c'est du PEHD, mais à confirmer. Mais quoi qu'il en soit, c'est un autre type de plastique qui peut poser d'autres problèmes, mais il n'y a pas un problème de PVC à proprement parler dans les logements individuels. En fait. Voilà. Et je rejoins par contre votre analyse sur les substitutifs. C'est l'enjeu qu'on peut retrouver sur l'eau potable de la même manière. En ce qui concerne les pesticides notamment, c'est toujours le même problème de la substitution. On le retrouve tout à l'heure dans le BPA de la même manière, le BPA qui peut être remplacé par le BPB, etc. Enfin, à partir du moment où on remplace des produits toxiques par des produits toxiques, on ne résout pas le problème. Mais effectivement, c'est peut-être l'enjeu, c'est surtout de trouver les substitutifs, de travailler avec l'industrie pour trouver les substitutifs. C'est ça le principal enjeu de l'affaire, à mon sens, pour les générations futures. Alors, merci de votre intervention, et effectivement, je vous rejoins. Après, ce qu'il faut aussi se dire, c'est que le fait de pouvoir bien qualifier des alternatives ne doit pas être une raison pour accorder dérogation sur dérogation sur, je ne sais pas ce que vous avez dit bien sûr, hein, mais je tiens à préciser que ce n'est pas une raison justement à utiliser ou un argument pour proposer dérogation sur dérogation pour des utilisations dont on sait qu'elles sont problématiques. Dont on sait que les industriels avaient la connaissance de ces problèmes justement bien en amont et qu'ils n'ont pas engagé des processus de substitution auparavant jusqu'à ce que la réglementation les rattrape. On voit que c'est souvent le cas, notamment avec les PFAS, avec en fait une réglementation qui a avancé petit à petit en approche tête de flèche avec PFHXA, PFHXS, PFOA, PFOS, etc. Et c'est parce que cette approche était estimée pas suffisamment pertinente par l'autorité qu'on est passé sur une restriction plus globale qui concernait du coup l'entièreté de la famille des PFAS. Bonjour, vous avez cité certains secteurs d'activité industrielle qui utilisent les PFAS. Est-ce que vous avez connaissance des industriels, des groupes industriels qui fabriquent les PFAS? Ça sera à titre informatif. Hein. Et si oui, où sont-ils implantés? Sont-ils nombreux? Ou est-ce que c'est une niche? Alors, c'est principalement des industriels internationaux. Donc, il y a Arkema qui est bien connu à Pierre-Bénite. Il y a aussi un site de Daikin au même endroit, au sud de Lyon. Il y a le site de Villers-Saint-Paul, dans l'Oise. C'est Kémour qui le gère. Le site de Salindre, géré par Solvay, qui fabriquait du TFA, mais qui ont mis fin à leur production. Et on a aussi un site à Tavaux, qui est géré aussi par Solvay, et qui fabrique des fluoropolymères de spécialité. Donc c'est principalement des gros internationaux de la chimie. Il y a 3M qui n'est pas présent en France, mais qui est très présent aux États-Unis. Kémour qui est aussi présent aux Pays-Bas, en Allemagne et aux États-Unis. Et il y a aussi Fluoro Gujarat Chemical, qui eux sont une société indienne de production de polymères. C'est principalement des très gros industriels qui fabriquent ces PFAS. C'est moi qui ai le micro. Hervé Noël, Société Anti-Groupe. Merci de votre exposé, c'était clair. Et puis, j'aurais voulu poser une question, ce que vous disiez à la fin, sur l'impact financier de la non-action. C'est très intéressant. Est-ce qu'on a quand même une idée de l'impact financier de l'action, en fait, malgré tout, pour mettre une balance un peu entre les deux? Alors, ça va, c'est un peu la suite de ce que vous posez des questions. Alors de l'action elle-même, c'est plusieurs milliards d'euros qui sont estimés par chacun des différents secteurs industriels qui sont impactés par ce projet de restriction. J'ai malheureusement pas les chiffres en tête, mais de souvenir, puisque avant d'être chez Génération Future, je travaillais entre autres pour ça. Pour l'industrie automobile, c'est entre 8 et 10 milliards d'euros, quelque chose comme ça. Donc on est là aussi sur des chiffres importants, mais ce qu'il faut bien dire, c'est qu'on ne peut pas non plus tergiverser sur ok, ça coûte de l'argent aux industriels, mais c'est aussi eux qui les ont utilisés pendant des années sans vraiment se préoccuper de l'impact que ça avait. Donc effectivement, ça coûte de l'argent, mais ce qu'il faut aussi dire, c'est qu'en investissant cet argent dans la recherche et le développement, notamment d'alternatives, ils auront un retour sur investissement. Au final, le premier qui se permettra de développer des alternatives aux PFAS
il se placera en leader sur le marché. C'est un peu étrange et un peu horrible à dire sur des polluants éternels qui sont responsables de la mort de milliers de personnes. Mais effectivement, ceux qui trouveront des alternatives, d'un point de vue purement économique, ils se placeront en leader sur le marché. Donc ils auront un retour sur investissement. Là, les coûts qu'on a sur la société, on n'a pas de retour sur investissement. Les gens qui sont malades et qui meurent à cause de ça, ils n'ont pas de retour sur investissement. Juste, ils payent, et en général, c'est pas en argent, c'est justement en temps de vie, en proches qui sont malades et en décès. Donc là-dessus, oui, effectivement, il y a un coût pour les industriels, mais ce coût, il est nuancé parce que c'est surtout du coût d'investissement et de recherche d'alternatives qui, normalement, si c'est bien fait, s'ils arrivent à qualifier d'alternatives, ils auront un retour sur investissement. Là, le coût sur la société, c'est un coût net qu'ils payent et on n'a pas de retour dessus. Oui, moi je suis convaincu qu'il y a une mobilité, c'est un problème. Non, mais en fait, ce que ça veut dire aussi, c'est que c'est tout à fait comparable en termes de coût. Si on parle, je parle du coût financier, évidemment, pas sur la vie humaine, donc c'est faisable. Ça, c'est réalisable. Ah oui, oui, c'est totalement faisable. Il y a aussi une question de pourquoi ces industriels qui utilisaient des PFAS n'ont pas commencé à chercher des substitutions aux premiers signaux alarmants. Les premières études qui démontraient la dangerosité des PFAS, ça date de la fin des années 70, mais c'est des études en interne chez 3M, qui ont été publiées bien après. Et par exemple, 3M a continué à produire pendant 20 ans du PFOS, alors qu'ils savaient que ça avait un effet cancérogène. Et à la fin des années 90, on a eu le scandale de Clark Waters, qui était très connu, mais en fait, on s'était concentré uniquement sur des substances, pas sur la famille générale des PFAS. Alors ce qu'il faut bien se dire, c'est que du coup c'était quand même des premiers signaux assez alarmants. On commençait à avoir des données sur la présence de PFAS dans des lieux qui a priori ne devaient pas présenter de PFAS, les zones arctiques, les zones sans industrie, où on retrouvait justement, on commençait à retrouver des PFAS. Donc ces premiers signaux auraient dû mettre normalement la puce à l'oreille et faire dire aux industriels, je vais essayer de prendre mes responsabilités et de trouver des alternatives. Alors pourquoi ça ne s'est pas fait? Pour tout un tas de raisons, pour lesquelles je ne connais pas forcément non plus. Mais là maintenant qu'on a quand même suffisamment de données qui permettent de dire oui, il y a un problème mais il faut s'attaquer à ce problème, la recherche d'alternatives, elle est nécessaire. Et justement, des retours qu'on a d'ailleurs, les industriels attendent avec impatience la mouture définitive du projet de restriction pour savoir vraiment où est-ce qu'ils doivent mettre le paquet pour les alternatives et pour demander des dérogations aussi, évidemment. Alain Duchesne, association au Secours 45. J'ai plusieurs questions en fait. Alors, la première, je ne sais pas si vous allez pouvoir y répondre. On a retrouvé des PFAS dans les eaux de captage de nappes phréatiques d'une commune à Saunois, le captage des Hautes-Bordes, oui c'est ça. Et en fait, entre les chiffres donnés par Veolia et ceux donnés par l'ARS, il y a un facteur 2. Alors qu'il y a un mois et demi entre les deux analyses. J'ai bien compris, je n'ai pas toutes les données par de Veolia, mais Veolia a trouvé 15 nanogrammes par litre et l'ARS une trentaine de nanogrammes par litre. Donc ça c'est la première question. Alors il faudrait connaître les techniques en plus, je ne sais pas si on a plusieurs. La seconde c'est, est-ce qu'on peut considérer que le TFA est un métabolite terminal des PFAS? Et si c'est le cas, alors en dehors de la lenteur de la dégradation des PFAS, qui pose problème, est-ce qu'on ne pourrait pas simplement doser le TFA dans les eaux, par exemple, dans tout milieu, plutôt qu'une vingtaine ou 24 PFAS groupés? Et puis la troisième, c'est que vous avez parlé de PFAS essentiels. Alors moi j'ai cru comprendre que vous faisiez allusion à des PFAS dont l'usage ne pourrait pas être évité. Donc voilà, je voulais savoir si Génération Future avait établi une liste d'usages inévitables des PFAS, alors inévitables aujourd'hui. Alors dans l'ordre, du coup, pour les analyses entre Veolia et l'ARS, là, sans avoir les résultats sous les yeux, c'est extrêmement compliqué de conclure, puisque il peut y avoir beaucoup de variabilité dans les PFAS qu'on retrouve, même d'un mois sur l'autre, ça peut beaucoup varier. Ça va dépendre des PFAS qui ont été recherchés. Est-ce que c'était les mêmes qui ont été recherchés dans les deux cas? Est-ce que, je ne sais pas, c'était dans les mêmes conditions? Enfin, en fait, entre même des fois 2 jours suivants, il peut y avoir beaucoup de variabilité dans les PFAS qu'on retrouve. La deuxième question, c'était sur le TFA en tant que métabolite terminal. Donc,
Non, en fait, tous les PFAS ne vont pas se dégrader en TFA. C'est certains PFAS, notamment les PFAS pesticides et les gaz fluorés, parce que les gaz fluorés en général ont des chaînes beaucoup plus courtes, et on a aussi la présence d'hydrogène sur certains atomes de carbone. Et les PFAS pesticides, parce que c'est pas toute leur chaîne carbonée qui est fluorée, c'est juste des motifs CF3 qui sont ajoutés pour stabiliser et pour permettre une meilleure durabilité ou persistance, hein, ça dépend comment on voit du pesticide, qui vont expliquer le fait qu'ils se dégradent en TFA. Donc juste doser le TFA, ce ne serait pas suffisant. Il faut doser le TFA, puisque jusqu'à présent il est très peu suivi, et c'est nécessaire d'avoir une meilleure vision de l'étendue des pollutions de cette substance, parce que nous, le travail qu'on a fait, c'était un travail, comme on l'a vu, sur une trentaine d'échantillons, mais nous on estime que ce n'est pas suffisant et on n'a pas la force de frappe qu'ont les autorités compétentes pour faire des prélèvements, des analyses sur l'ensemble des points de prélèvement. Il y a quand même une campagne exploratoire de l'ANSES qui inclut le TFA et dont on devrait avoir des résultats en 2026, donc encore dans quelques temps, on a le temps de voir venir. Et pour la dernière question, effectivement, c'est la question de l'essentialité, c'est une question extrêmement complexe, sachant que le fait d'être essentiel ou non, ça n'a pas de définition officielle. Nous, ce qu'on considère, c'est qu'il y a certains usages qui sont plus importants que d'autres, notamment en ce qui concerne par exemple le médical. L'utilisation de certains fluoropolymères dans le domaine du médical pourrait être justifiée, mais il y a d'ores et déjà, on sait, des études qui commencent à étudier justement les alternatives. Il y a l'université d'Aarhus au Danemark, si je ne dis pas de bêtises, qui commence à essayer de qualifier des matériaux alternatifs aux fluoropolymères dans le médical. Ce qu'il faut bien dire, c'est que oui, il y a peut-être certains usages qui nécessiteront un peu plus de temps, mais à terme, le but, ce serait de justement remplacer les PFAS dans tous les usages, puisque justement, à partir du moment où on doit utiliser des PFAS, on doit les fabriquer. On sait que la fabrication des PFAS est émettrice dans l'environnement, et que la fin de vie de ces applications est aussi émettrice dans l'environnement. Ce n'est pas forcément pendant la durée de vie des produits qu'il y a beaucoup d'émissions. Nous, on n'a pas fait de liste de l'essentialité des usages, parce que on n'a pas le temps, qu'on a clairement beaucoup trop d'usages qui sont à évaluer et qu'on n'a pas la force de frappe pour ça. On a commencé à essayer de lister toutes les alternatives possibles dans les différents secteurs, donc on espère pouvoir produire un rapport là-dessus, à plus ou moins court terme. Mais concernant l'essentialité des usages, c'est un sujet qui est complexe. Effectivement, il y en a certains qui sont potentiellement plus importants que d'autres. Par contre, effectivement, se demander si dans les emballages alimentaires, que le papier soit hydrophobe et oléophobe pendant 48 heures ou une semaine, se demander est-ce qu'on en a besoin, est-ce qu'on ne peut pas aussi changer les modes de consommation et de production qu'on a et qui sont liés justement au PFAS. C'est aussi ça qui est à questionner. C'est pour ça qu'effectivement c'est compliqué, hein, ça demande beaucoup de réflexion, beaucoup d'investissement, mais justement, ce genre de problématique, les PFAS, c'est aussi une opportunité pour se questionner sur nos usages à nous, en tant que consommateurs, mais aussi pour les industriels, sur l'essentialité des différentes utilisations qu'on a des PFAS. C'est plus sur un questionnement que de dire, oui, il y a ces usages-là qui sont essentiels, ces usages-là qui ne sont pas essentiels. Ça, c'est pas quelque chose sur lequel on peut statuer clairement, en fait, maintenant. Puisque si vous prenez les retours industriels, tous leurs usages sont essentiels des PFAS, en général. En tout cas, c'est les résultats de la consultation publique. Ils n'étaient pas contre, mais pas dans leurs usages. Je voulais revenir sur la question des dosages et de leur variabilité. A priori, la variabilité des paliers, je dirais, au milieu dans lequel on l'étudie, étant donné la rémanence très importante des PFAS. Après, sur les dosages d'OIA ARS, à ma connaissance, c'est le même cocktail, entre guillemets, de 20 PFAS qui est réglementaire depuis peu de temps. Et si ça varie du simple au double, j'ai envie d'en tirer la conséquence que les dosages ne sont pas fiables, et en tout cas qu'ils ne sont pas comparables. Alors, d'une période à l'autre, d'un testeur à l'autre, d'un endroit géographique à l'autre. Donc, que peut-on tirer des dosages Alors, le fait qu'il y ait une variabilité, malheureusement, c'est pas si étonnant que ça, puisque ça dépend en fait pas seulement des PFAS qui sont présents, mais aussi des conditions dans lesquelles ça a été fait. Et le fait qu'il y ait une variabilité, moi, malheureusement, ça ne m'étonne pas. Ça ne veut pas dire que les méthodes ne sont pas fiables. Je crois que cet après-midi, il y a une présentation sur les techniques d'analyse des PFAS qui, je pense, reviendra un peu plus là-dessus sur toutes les techniques qui existent.
Ça ne veut pas dire que c'est pas fiable ou que c'est pas comparable, ça veut juste dire que justement on a besoin de générer plus de données, aussi de comprendre pourquoi il y a cette variabilité. Là, sur un prélèvement, voir qu'il y a une variabilité de x2 entre un même intervalle, ça ne permet pas de conclure, de dire que les analyses ne sont pas justes, qu'elles ne sont pas fiables. Ça ne veut pas dire que les méthodes aussi ne sont pas suffisantes, mais ça demande du coup plus d'investigation, et c'est aussi ça qu'on demande, et qui est entre autres prévu par le nouveau plan interministériel. C'est justement d'améliorer le suivi, d'accréditer plus de laboratoires pour le suivi des PFAS et d'essayer de mieux comprendre leur comportement dans les différentes matrices. En plus, là, vraiment sans avoir le détail des analyses, comment ça a été réalisé, le but, c'est dur de conclure comme ça, mais ça ne veut pas dire que les analyses ne sont pas justes ou qu'on peut du coup comparer aucune analyse entre elles. Une question, je me présente François Borg, je suis vice-président de la Fédération Environnement Loire. Vous avez projeté dans vos slides l'enquête du Monde qui est parue en mars 2023. Or, il y a une contradiction, il y a quelque chose qui est assez ahurissant, c'est qu'on s'aperçoit que toute une partie de l'Europe est très dense au point de vue justement pollution qui passe, et au niveau français, il n'y a pas grand-chose. Est-ce que c'est parce qu'on découvre le problème? Est-ce qu'on est au niveau du territoire protégé? Ou est-ce que, je dirais, les territoires qui utilisent la PFAS sont des territoires qui utilisent les PFAS, je dirais, phytosanitaires? Donc, la question est pourquoi une telle différence au niveau européen, alors que nos habitudes de consommation sont quand même semblables? Alors effectivement, on voit que, essayer de revenir rapidement là-dessus, on voit qu'en fait on avait des différences assez flagrantes dans la présence ou non de PFAS quantifiées dans les analyses. Et effectivement, ce qu'il faut se dire, c'est que là, ce travail a été réalisé sur des bases de données existantes. Donc pour les pays qui avaient déjà fait ce travail, parce qu'ils avaient déjà eu des alertes, notamment la Belgique et les Pays-Bas, on voit qu'on a beaucoup de points, parce qu'eux, ils ont lancé des campagnes exploratoires plus tôt que nous. Il y a aussi la vallée du Rhin en Allemagne, la vallée du Pô en Italie. Ça ne veut pas dire que chez nous, il y a moins de PFAS, qu'on est protégé, ça veut juste dire qu'il y avait moins de données disponibles pour la France. Donc a priori, une fois qu'on aura suffisamment d'analyses, on devrait être tout rouge comme nous. Enfin, a priori, il y a peu de raisons qui feraient que nous, on ne soit pas invisible sur la carte aussi. Je le dis avec un petit peu d'ironie, mais effectivement, on a moins de données disponibles pour nous, pour l'Espagne, pour le sud de l'Italie. Ça ne veut pas dire qu'ils sont protégés des PFAS, qu'on a des habitudes de consommation qui expliqueraient le fait qu'on retrouve dans le PFAS. Ça veut juste dire qu'il y avait moins de données disponibles qui ont été analysées par les scientifiques et les journalistes de ce projet. Et d'ailleurs, je signalerai, je prends un exemple, la vallée de la Blaise, dans l'Eure-et-Loire, il y a un certain nombre de points de pollution PFAS. La seule usine qui utilise les PFAS est totalement en aval. Le maximum de la pollution est sur la moitié du cours d'eau, au milieu du cours d'eau. Et manifestement, c'est des PFAS de pesticides. Et au niveau, quand on regarde la carte, on s'aperçoit que des régions comme la Beauce, où on utilise des pesticides de manière intensive, sont quand même en rouge. Et on s'aperçoit que des régions viticoles le sont aussi. Donc, quelque part, là se pose le problème des PFAS pesticides, qui est aussi important, et qui, je dirais, d'un côté, il y a le lobby des syndicats agricoles, mais de l'autre côté, il y a aussi les lobbies industriels, et il y a les décisions qui ont été prises pour les fonderies de Tefal il y a peu de temps. Donc, je dirais, notre problème, c'est de savoir comment agir. Comment agir au niveau des élus, comment agir localement, comment faire qu'on arrive à se sortir et créer des conditions qui permettent justement, qui expliquent, qui prouvent aux industriels qu'ils ont intérêt à changer et à investir sur l'avenir. Et non pas à continuer à utiliser des produits comme cela. Et je pense aussi, quand je pense aux industriels, j'inclus les produits phytosanitaires et toute l'agrochimie. Tout à fait, rien à ajouter. Si juste là, effectivement, sur les données disponibles, par exemple, le TFA dont on a beaucoup parlé, il n'y avait quasiment pas d'analyse qui était disponible pour le TFA à cette époque. Enfin, en Allemagne un petit peu, mais en France, nada.
Donc effectivement, si on prend en compte le TFA dans cette carte, oui, là ça devient rouge très vite partout. Donc, mais oui, tout à fait, le sujet des PFAS pesticides doit être mieux pris en compte, mieux suivi et mieux réglementé. Oui, ça c'est effectivement un de nos combats. Et le fait que les actions, c'est des actions qui sont nécessaires à la fois au niveau local, national, européen et mondial. En fait. C'est nécessaire d'agir à tous les niveaux au vu de la problématique. Je te pose une question très pointue. Est-ce que tu sais si les PFAS des engrais et pesticides sont comptés dans la redevance pollution diffuse? Là, je ne voudrais pas répondre parce que je peux vérifier. Elle est révisée régulièrement et ça serait intéressant de savoir si c'est rentré dedans. Il y a une histoire de la redevance pollution diffuse, il y a eu une augmentation qui a été prévue, qui a été supprimée brutalement. Bon, mais ça, c'est une autre histoire. Mais dans la liste des molécules, je ne sais pas si, alors si soit les PFAS comme produits muets, soit comme additifs dans certains produits, si c'est compté, si ça change la redevance, etc. Je ne sais pas ça. Je ne vais pas répondre immédiatement, je peux vérifier, je vais me renseigner là-dessus, pour échanger nos coordonnées là-dessus. Pour abonder sur l'antériorité dont vous parlez au niveau des recherches, j'ai souvent l'occasion de travailler avec le S3PI Île-de-France, un secrétariat permanent pour la prévention des pollutions industrielles. Donc c'est peut-être une des réponses d'ailleurs de notre région, il faudrait y avoir l'incitation de tous les industriels, il faut aussi passer par là. Parce qu'effectivement, eux-mêmes nous disent, nos inspecteurs ont un mal fou à la fois de vérifier les éléments, parce que de l'autre côté, les producteurs qui sont les industriels, eux n'arrêtent pas d'inventer de nouveaux éléments. Donc il y a toujours une espèce de distance qui existe. Donc tant qu'on n'a pas une structure qui est effectivement organisée et qui a réellement pouvoir de vérifier, on pourra faire. Voilà, au SPI Île-de-France, effectivement, ils ont mis en œuvre une situation qui n'est pas parfaite, hein, tout à fait d'accord, pardon. Mais je veux dire qu'il y a un début et une deuxième phase industrielle, une espèce de démission entre eux à dire qu'eux aussi vérifient. On renverse un peu le système si on pose de la production simplement industrielle. Et ça, c'est intéressant. Excusez-moi, j'avais une question à poser. Si chacun prend la parole, voilà, on est plusieurs à vous. Alors, ce coup-ci, c'est la dernière. Moi, je voulais vous poser une question sur le service public de l'eau potable, parce qu'on en a à peine parlé, mais vous en avez un petit peu parlé en disant payeur, etc. Moi, j'avais deux questions. Donc, à partir du 1er janvier, les PFAS vont être testés dans l'eau potable. Il y en a, je crois, 24, c'est ça, vous l'avez marqué. Je voulais savoir, et vous avez dit que le TFA n'y était pas, je voulais savoir comment ils ont été choisis, ces 24, sur les milliers. Et puis, j'ai aussi appris qu'à partir du 1er janvier, les collectivités qui ont la charge de la qualité de l'eau potable seront responsables aussi de l'eau potable qui vient des industriels. Donc c'est quand même un changement de paradigme énorme. Les industriels ne seront plus responsables de leur rejet d'eau potable, hein, je dis pas, voilà, qui auront donc dans les usines d'assainissement, et donc c'est les collectivités. Est-ce que vous en avez un petit peu entendu parler? C'est passé en juillet, c'est passé complètement sous les radars. Et comment ça s'organise autour de cette problématique, parce que c'est une double peine, hein, sachant que c'est quand même l'eau potable déjà qui, avec les redevances de l'agence de l'eau, mais aussi avec l'assainissement. Donc on paye, on repaye et on repaye. Voilà. Alors effectivement, pour l'obligation, ce sera à partir de janvier 2026 et c'est 20 PFAS. Alors a priori, comment ça a été choisi? En fait, ils sont basés sur les structures du PFOA et du PFOS et ils ont fait la liste avec des chaînes carbonées de plus en plus courtes ou de plus en plus longues, ça dépend de quel sens on prend. A priori, c'est comme ça que ça a été choisi, mais je ne pourrais pas l'affirmer avec certitude parce qu'on n'était pas dans les discussions justement de ces choix. Le fait est que la liste est différente pour les eaux souterraines et les eaux de surface, la proposition qui en est faite. Et nous, ce qu'on espère, c'est que justement ces listes puissent être un peu plus évolutives pour inclure d'autres PFAS qui nous semblent pertinents, le TFA, le FTS, le TFMS, etc. D'autres PFAS qui, eux, seraient pertinents.
Et pour la deuxième question de la responsabilité des eaux potables chez les industriels, effectivement c'est passé aussi sous nos radars, du coup, hein, on n'avait pas du tout entendu parler. C'est effectivement extrêmement problématique, puisque, alors pas tous les industriels bien sûr, mais notamment ceux qui utilisent des PFAS en émettent, à la fois dans les rejets et donc potentiellement polluent des futures ressources utilisables pour l'eau potable, mais aussi en interne auprès des salariés qui sont aussi directement exposés, donc c'est aussi un problème. Mais là-dessus, du coup, on pourra peut-être en discuter un peu plus, parce qu'effectivement, j'ai pas trop d'éléments, c'est passé effectivement sous nos radars, mais ouais, ça me semble intéressant du coup à éventuellement creuser. Je peux apporter un complément réglementaire sur oui. les industriels. Je ne sais pas si on a le temps, mais... Sur les industriels, effectivement, la réforme des redevances de l'agence de l'eau vise les collectivités, mais on a la directive eaux résiduaires urbaines qui est en cours de révision, là, qui a été adoptée au niveau Europe, et qui, pour les industriels, prévoit ce qu'on appelle une responsabilité élargie des producteurs. Donc, en fait, on va aller identifier les industriels qui rejettent dans les réseaux d'assainissement collectif, il va falloir les identifier, et du coup, il y a une forme de redevance qui va être à définir selon comment on va transposer cette dérive au niveau français, pour que du coup, ils participent financièrement à ce qu'on appelle un traitement quaternaire en sortie de nos grosses stations d'épuration, par les traités des micropolluants. Donc certes, ils sortent de la redevance agence de l'eau, mais ils vont être taxés par ailleurs selon une transposition à venir au droit français. C'est le 1er janvier là, ça se passe. Alors non, il y a la redevance agence de l'eau qui passe aux collectivités, effectivement, et pour les industriels qui sortent de cette redevance, ils vont être visés par la directive eaux résiduaires urbaines qui est en cours de transposition au niveau français. En attendant, voilà, pour l'instant c'est collectivité, mais ils ne sortent pas quand même totalement du process. Voilà, ils vont être ciblés quand même. Et effectivement, les PFAS sont bien micropolluants. Je suis désolée pour les questions qu'on n'a pas pu prendre, mais merci pour ton intervention et pour tes réponses.